Bonjour, moi c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne où je vais vous raconter de vraies histoires, des témoignages bouleversants, inspirants, parfois choquants, mais toujours porteurs d'une leçon de vie. Installez-vous bien car chaque récit peut vous ouvrir les yeux, vous émouvoir ou même changer votre manière de voir certaines choses. Elle a pardonné à celui qui a gâché sa vie et le pire c'est qu'il a été causé par la personne en qui elle avait le plus confiance. Aujourd'hui, je vais te raconter comment Stacy a réussi à pardonner, même après l'impardonnable. Bonjour à tous, je m'appelle Stacy, j'ai 27 ans et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une partie de ma vie que j'ai longtemps gardée pour moi. Ce n'est pas une histoire facile à raconter ni agréable à revivre, mais je crois qu'à un moment, il faut affronter ce qui nous a brisés pour avancer. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour me plaindre, c'est juste pour partager une vérité, la mienne. Parce que parfois, entendre quelqu'un qui s'en est sorti, même difficilement, ça peut donner un peu de courage à ceux qui en ont plus. Je suis née et j'ai grandi à Lyon, une enfance simple, sans grand drame, avec des parents aimants et une famille très présente. Chez nous, on se voyait souvent, surtout le week-end. Il y avait toujours un repas, des rires, des histoires qui se répétaient à chaque réunion de famille. Parmi tous mes cousins, j'étais la plus proche de Thomas. On avait 2 ans d'écart, on faisait tout ensemble. C'était mon complice, mon grand frère de cœur. J'avais confiance en lui, les yeux fermés. Il faisait partie de ces gens qu'on croit incapables de faire du mal. Avant l'accident, ma vie était tranquille. J'avais un petit studio pas très loin du centre, un boulot de serveuse dans un restaurant où je connaissais tout le monde. Ce n'était pas le métier de mes rêves, mais j'aimais ce contact humain. L'énergie des journées bien remplies. Le soir, je rentrais fatiguée mais légère. J'avais des amis, des projets, des envies de voyage. Rien d'extraordinaire, mais j'étais bien. C'est fou comme on peut être heureux sans s'en rendre compte avant que tout bascule d'un coup. Thomas, lui, c'était le mec solaire, toujours une blague à raconter, toujours le mot pour détendre l'ambiance. Il bossait dans le bâtiment et sortait beaucoup, il aimait profiter. Parfois un peu trop insouciant, mais c'était sa nature. Ce genre de personne qu'on a du mal à imaginer dans le rôle de coupable. Il n'était pas parfait, mais il avait un bon fond. Pour moi, c'était plus qu'un cousin, c'était un repère. On se voyait presque toutes les semaines, on se disait tout, et jamais, jamais je n'aurais cru qu'un jour, c'est lui qui briserait ma vie. C'était un samedi de novembre, il faisait froid, la pluie tombait sans s'arrêter. On revenait d'un anniversaire chez des amis à la campagne. L'ambiance était bonne, on avait ri, chanté, dansé. Thomas avait bu, un peu trop peut-être, mais sur le moment, je ne me suis pas inquiétée. Il m'a dit t'inquiète, je gère, et je l'ai cru. C'était lui après tout. On a pris la route, la musique à fond, la fenêtre entr'ouverte. La nuit autour de nous, tout semblait normal jusqu'à ce virage. Je me souviens du bruit des pneus sur la route mouillée, du volant qui tremble, de son visage qui change d'expression en une seconde. Après tout ça, tout est allé trop vite. Un choc violent, le monde qui bascule, le métal qui se tord. J'ai senti le froid, l'odeur de l'essence et puis plus rien. Le silence, un silence lourd, coupé par ma respiration haletante. Je n'arrivais plus à bouger, j'ai voulu parler, mais aucun son ne sortait. Et puis le noir total. C'était la dernière image que j'ai de cette nuit-là. Quand j'ai réouvert les yeux, je ne savais pas où j'étais. Il y avait des voix, des bips, des bruits étranges. Je sentais des choses accrochées à moi, des tuyaux, des bandages. J'avais mal partout. J'essayais d'appeler quelqu'un, mais ma voix était faible. Une infirmière s'est approchée, elle m'a souri, elle m'a dit que j'étais en sécurité. Je ne comprenais rien, tout était flou. J'ai refermé les yeux en me disant que je rêvais, mais quand je les ai réouverts, j'étais toujours là, branchée, enfermée dans un corps que je ne reconnaissais plus. J'avais des pansements sur les yeux pendant plusieurs jours. On m'a dit que c'était à cause des éclats de verre. Je ne voyais rien, je dépendais des autres pour tout. C'était une sensation que je n'oublierai jamais. Se réveiller sans savoir ce qu'on est devenu. J'entendais ma mère pleurer à côté de moi. Je lui demandais comment j'allais. Et elle me répondait juste « Tu es vivante, ma fille ». À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point ces mots étaient lourds de sens. Les jours suivants, je sentais qu'on me cachait des choses. Les médecins parlaient à voix basse, ma mère changeait de sujet quand je posais des questions. Moi, j'essayais de comprendre avec les sons, les silences. Et puis un matin, j'ai insisté. J'ai demandé à ma mère de tout me dire. Elle a pris ma main. Elle m'a dit doucement, tu veux la vérité? J'ai hoché la tête. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à m'expliquer. Pas comme une infirmière, mais comme une mère qui a eu peur de perdre sa fille. Elle m'a raconté que la voiture avait fait plusieurs tonneaux, que j'étais restée coincée à l'intérieur, inconsciente, pendant plus d'une heure, que les pompiers avaient dû couper la toile pour m'en sortir, que j'avais été transportée par hélicoptère jusqu'à Lyon. Elle m'a dit que j'avais perdu beaucoup de sang, que mon cœur s'était arrêté quelques secondes. J'écoutais sans réagir, comme si elle me lisait un rapport sur quelqu'un d'autre. Et puis elle a dit, Thomas n'a presque rien eu. J'ai fermé les yeux, ce n'était pas de la jalousie, c'était un sentiment plus profond, une blessure invisible. Quand les pansements ont été retirés, j'ai vu mon corps, des cicatrices, des plâtres, des tuyaux.
Ma mère m'a expliqué que j'avais été opérée 3 fois, que mes jambes avaient subi de graves traumatismes. Elle a essayé de me rassurer, mais sa voix tremblait. Elle disait: Tu vas te battre, on va y arriver, comme si elle essayait de s'en convaincre elle-même. Moi, je parlais plus, j'étais vidée. Mon corps me faisait peur, je n'arrivais pas à comprendre comment j'en étais arrivée là, alors que je n'avais rien fait de mal. Les jours passaient lentement. Rythmée par les visites médicales et les médicaments, je dormais peu. La nuit, je revivais l'accident en boucle, le bruit du choc, le cri, la sensation de tomber. Parfois, j'entendais la voix de Thomas dans ma tête me dire: T'inquiète, je gère. Et ça me rendait folle. Ma mère me disait qu'il venait presque tous les jours à l'hôpital, mais je refusais de le voir. Je n'étais pas prête. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé avant d'affronter son regard. Un matin, alors que je venais de me réveiller, ma mère m'a raconté d'autres détails. Elle m'a dit que quand les secours étaient arrivés, Thomas hurlait mon prénom, qu'il ne voulait pas quitter la voiture, qu'il répétait: C'est ma cousine, sauvez-la. Je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi voulait croire qu'il regrettait sincèrement, l'autre ne pouvait pas pardonner. Parce que, peu importe ses cris, le résultat était le même. J'étais là et je ne savais pas si je remarcherais un jour. J'avais toujours été forte, indépendante, débrouillarde. Et là, j'étais prisonnière de mon corps. Incapable de bouger, dépendante pour tout. La douleur était constante, mais c'était surtout celle du cœur qui me faisait le plus mal. Je n'arrivais pas à trouver un sens à ce qui m'était arrivé. Les gens disaient que j'étais une miraculée, moi je me sentais juste détruite. Et à chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la route, la pluie, le virage. Toujours ce même moment qui tournait en boucle. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce que c'est la colère. Pas celle qu'on exprime, mais celle qui range de l'intérieur. J'en voulais à Thomas, à la vie, à moi-même. Ma mère essayait de rester forte, de tout gérer, mais je voyais bien qu'elle s'effondrait dès qu'elle sortait de la chambre. J'aurais voulu la rassurer, mais je n'en étais pas capable. Tout ce que je ressentais, c'était un mélange d'injustice et de vide. J'étais en vie, oui, mais à quel prix? Les semaines qui ont suivi ont été interminables. Les journées se ressemblaient toutes, les soins, les visites, la douleur. On m'a transférée dans un autre service pour commencer la rééducation. C'est là que j'ai vraiment compris l'étendue des dégâts. Les médecins parlaient de dommages irréversibles et de longs processus d'adaptation. Des mots que je refusais d'entendre. J'avais encore cet espoir naïf que tout allait revenir à la normale, que mes jambes allaient juste se réveiller. Mais chaque séance me ramenait à la réalité. Je ne sentais rien, rien du tout. La rééducation, c'est une épreuve qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne la vit pas. On t'apprend à refaire des gestes simples, à t'asseoir, à te laver, à te déplacer avec un fauteuil. On t'encourage, on te félicite pour des choses qui te semblaient normales avant. Et toi, tu souris, mais à l'intérieur, tu hurles. Moi, j'avais honte, honte d'avoir besoin d'aide pour tout, honte de ce corps qui ne répondait plus. Les infirmières étaient adorables, mais parfois, je les détestais juste parce qu'elles pouvaient marcher. Pendant tout ce temps, Thomas ne venait plus. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma mère m'a dit plus tard qu'il passait, mais qu'il restait dans le couloir, incapable d'entrer. Elle disait qu'il n'avait pas le courage de me voir comme ça. Au fond, ça me blessait encore plus. J'aurais préféré qu'il vienne, qu'il affronte ce qu'il avait fait. Son absence, c'était comme une deuxième blessure. J'avais l'impression qu'il m'abandonnait encore. Comme si, après m'avoir détruite, il fuyait le résultat. Les mois passaient et je commençais à comprendre que je ne remarcherais peut-être jamais. Les médecins restaient prudents, mais leur regard disait tout. Parfois, j'essayais de bouger mes orteils, seule dans ma chambre. Je fixais mes jambes, je me concentrais de toutes mes forces, mais rien. C'était comme si mon corps m'appartenait sans vraiment être à moi. Cette sensation de perte de contrôle, c'est une torture. Et à chaque fois que je pensais à Thomas, cette douleur se transformait en rage. Il avait eu le choix, moi non. J'ai eu plusieurs moments de colère pure, des jours où je refusais de parler, de manger, de collaborer avec les kinés. Ma mère essayait de me raisonner, de me rappeler que j'étais vivante. Mais c'est ça le pire, être vivante sans se sentir en vie. J'avais l'impression d'être enfermée dans une version cassée de moi-même. J'enviais les gens dehors, ceux qui marchaient, qui riaient, qui se plaignaient pour des broutilles. J'étais devenue spectatrice de ma propre existence. Et puis, plus le temps passait, plus je me persuadais que Thomas m'avait volé ma vie. Au bout de 6 mois, on m'a autorisée à rentrer chez moi. Enfin, chez moi, disons plutôt chez mes parents, parce que mon studio n'était plus adapté à mon fauteuil. Le jour du départ, j'étais censée être heureuse, mais j'avais peur, peur de quitter l'hôpital où tout le monde savait ce que j'avais vécu, pour affronter un monde qui avait continué à tourner sans moi. Quand j'ai passé la porte, j'ai senti l'air frais, la lumière du dehors, et ça m'a presque étouffée. C'était comme renaître dans un monde étranger. Les premières semaines à la maison ont été dures, très dures.
Tout était un obstacle. Les escaliers, la douche, la cuisine. Ma mère avait tout réaménagé, mais malgré ça, j'avais l'impression de ne plus être à ma place. Les voisins passaient dire bonjour, avec ce regard plein de pitié que je détestais. Les gens me disaient, tu es courageuse, mais tu sens qu'ils ne comprennent pas. La nuit, je pleurais en silence. J'avais beau être entourée, je me sentais seule. Et surtout, j'étais toujours en colère contre Thomas. Un soir, ma mère est venue dans ma chambre. Elle m'a dit doucement, Thomas voudrait te voir. J'ai secoué la tête, j'ai dit non. Rien que d'entendre son prénom, j'avais la gorge qui se serrait. Mais elle a insisté, elle m'a dit qu'il n'allait pas bien, qu'il se rongeait de culpabilité depuis des mois. J'ai répondu que c'était la moindre des choses. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à tout, à nous, enfants, à nos fous rires, à cette soirée. Une partie de moi voulait lui hurler dessus, l'autre voulait juste comprendre pourquoi. Quelques jours plus tard, il est venu. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il est entré dans le salon, les yeux rouges, la voix tremblante. Il s'est mis à genoux devant moi, sans un mot au début, et puis il a craqué. Il m'a dit qu'il s'en voulait, qu'il donnerait tout pour revenir en arrière, qu'il aurait préféré être à ma place. Je le regardais, incapable de parler. J'avais imaginé ce moment des centaines de fois, avec des cris, des reproches, de la haine, mais là, face à lui, j'ai vu autre chose. Un gamin détruit, tout aussi brisé que moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être la fatigue, ou juste l'envie d'en finir avec cette douleur, mais j'ai posé ma main sur la sienne et je lui ai dit « Je te pardonne ». Ce n'était pas un pardon magique, pas un truc qui efface tout. C'était juste une façon de lâcher prise. Parce que j'ai compris que tant que je resterais enfermée dans ma haine, c'est moi que je punissais. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Pas la paix, pas encore, mais un début. Un souffle et pour la première fois depuis l'accident, j'ai respiré autrement. Après ce jour-là, les choses ne sont pas redevenues normales tout de suite. On ne s'est pas mis à rire comme avant, ni à faire comme si de rien n'était. Il a fallu du temps, on s'est revus plusieurs fois, d'abord avec ma mère, puis juste nous deux. Il parlait peu, il écoutait beaucoup. Parfois il pleurait sans que je dise un mot. Je voyais qu'il portait ce fardeau chaque jour, et quelque part ça m'a soulagée. Pas par vengeance, mais parce que je savais qu'il avait compris, qu'il avait conscience de ce qu'il m'avait pris. Et c'est ce respect silencieux entre nous qui a tout changé. Au fil des mois, on a commencé à retrouver une forme de lien. Pas celui d'avant, mais un autre, plus vrai. Il m'a accompagné à certaines séances de rééducation, il m'a poussé dans mon fauteuil sous la pluie sans se plaindre. Il m'a vu tomber en crise, me taire pendant des heures, et il est resté. Il ne cherchait plus à se faire pardonner, juste à être là. Et moi, petit à petit, j'ai arrêté de voir en lui le coupable. J'ai recommencé à voir Thomas, mon cousin, celui qui faisait partie de ma vie bien avant l'accident. C'est là que j'ai compris que le pardon, ce n'est pas effacer, c'est choisir d'avancer ensemble malgré les ruines. Aujourd'hui, 3 ans ont passé. Je ne marche toujours pas, mais je vis. Et surtout, je me sens libre. Libre de ma colère, de ma douleur, de ce poids qui m'étouffait. Thomas et moi, on s'est reconstruits différemment. Il m'aide dans mes projets, il me soutient dans tout, et il est devenu quelqu'un d'autre, plus responsable, plus présent. Si je devais retenir une seule chose de cette histoire, ce serait ça, le pardon. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Parce que tant qu'on reste prisonnier de la haine, on ne guérit jamais vraiment. C'est la fin de ce témoignage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je vous dis à bientôt.